Depuis le 20 août 2019, le Nigeria a unilatéralement fermé ses frontières avec le Bénin et le Niger. Entre les trois pays voisins, les échanges commerciaux sont au point mort, les marchés dépriment et les consommateurs payent le prix fort. Depuis 2 mois environ, de part et d'autre de la frontière entre le Nigeria et le Bénin, on se regarde en chien de faïence. À Igolo, par exemple, habituellement grouillant de monde, on peut entendre les mouches voler. Le grand marché dans la ville frontalière de Badagry au Nigeria n'aligne que quelques commerçants qui s'accrochent et attendent avec fatalisme l'hypothétique réouverture de la frontière. Que s'est-il réellement passé pour en arriver à cette situation? Quels sont les impacts de cette situation? À quoi devons-nous nous attendre dans les semaines à venir? Et surtout, que font les organisations sous-régionales pour trouver une solution rapide à cette crise économique et diplomatique? Libre-échange et fermeture des frontières du Nigeria, c'est le thème de notre émission de ce jour. Madame, monsieur, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Éco-Débat, votre magazine 100% dédié à l'actualité économique sur le continent. Mais bienvenue aussi à vous, messieurs. Et en votre compagnie, je suis avec Docteur Alexis Kofi Iyeboah. Vous êtes consultant en intelligence économique. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec vous sur ce plateau, nous sommes avec M. Francis Kwame. Vous êtes journaliste économique chez Émergence économique du groupe Fraternité Matin. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, messieurs, juste une petite présentation. Le Nigeria, avec plus de 203 millions d'habitants, est le pays le plus peuplé d'Afrique et le 7e pays du monde. Le pays est la première puissance économique du continent africain en 2016 et la 27e au niveau mondial. Situé sur le bord du golfe de Guinée, le Nigeria possède 4047 km de frontières, 773 km avec le Bénin, 1690 km avec le Niger, avec le Cameroun, 1497 km avec le Niger et le Tchad au nord-est avec 84 km. Contre toute attente, le pays a décidé de fermer unilatéralement ses frontières avec ses pays voisins. Que s'est-il passé pour en arriver là, docteur? C'est une bonne question. Il faut dire que le Nigeria étant le leader de la CEDEAO, le leader même, on va dire, de toute l'Afrique, parce que le Nigeria est un grand pays puissant et le Nigeria souffre en fait de certaines défaillances de ses voisins en matière de contrôle de tout ce qui est produit d'exportation et d'importation. Alors le Nigeria a décidé de prendre des mesures. Mais les mesures ne sont pas venues de manière brutale. Le Nigeria, d'abord, déjà les signaux, le Nigeria a hésité de signer l'accord de libre-échange qui était déjà, on va dire, que tous les pays pratiquement avaient déjà signé. Le Nigeria et le Bénin ont été les derniers à poser leur signature. Parce que le Nigeria souffre de ce qu'on appelle la réexportation de certaines denrées alimentaires dans son pays. Et le Nigeria veut maîtriser cette situation. Alors le Nigeria a décidé de fermer les frontières. Et ce n'est pas une première fois en fait. En fait, c'est déjà passé dans l'histoire. Dans les années 70, le Nigeria l'a déjà fait sous le leadership des différents généraux qui ont commandé ce pays. Ils ont déjà fermé plusieurs fois la frontière, sous même le premier passage du président actuel, lorsqu'il était encore militaire, de 84 à 86, les frontières ont été aussi fermées. Pour les mêmes raisons pratiquement, parce que le Nigeria a décidé de booster son économie liée à la riziculture. Or, vous savez, les pays comme le Bénin, surtout, sont des pays que John Igwe, qui est un chercheur béninois, appelle les pays entrepôts. C'est-à-dire, ce pays reçoit des céréales, notamment le riz venant du Pakistan, de Thaïlande, qui est réexporté vers le Nigeria, ce qui empêche, ou du moins ce qui plombe un peu la politique de développement de cette filière au niveau de ce pays qui prône. En fait, ils ont un slogan, ils disent « Feed the nation », c'est-à-dire qu'il faut nourrir la nation nigérienne avec les ressources, en tout cas du pays. Et là, le fait que le Bénin, qui importe près de 2 millions de tonnes de riz, alors que les Béninois ne peuvent pas consommer 2 millions de tonnes, ce riz est réexporté au niveau du Nigeria. Tout au long de la frontière, vous avez des entrepôts
Alors le Nigeria veut maîtriser cela. C'est la contrebande que le Nigeria veut maîtriser. Ensuite, il y a la contrebande liée à l'essence. L'essence, les produits pétroliers sortent de manière frauduleuse de la frontière nigériane pour pouvoir, en tout cas, alimenter un commerce très très fleuristique au niveau du Bénin. Et ça, le Nigeria ne peut pas accepter. Le Nigeria ne peut pas l'accepter. Vous dites que ce n'est pas venu de manière brutale. Vous êtes journaliste spécialisé des questions économiques. Quand même, dès que ce fait-là s'est présenté dans l'actualité, émergence économique, vous avez eu à produire sans doute quelque chose, à faire des investigations. Comment comprendre le fond? Est-ce que c'est juste le riz et l'essence, comme le docteur vient de le signifier? Alors, merci beaucoup pour la question. Effectivement, officiellement, il faut le dire, la contrebande est à l'origine de cette fermeture des frontières. Le riz, le carburant. Mais il faut dire qu'il y a des raisons aussi, on va dire, officieuses. Parce que, souvenez-vous qu'il y a quelque temps, il y a un opérateur économique de téléphonie mobile, dont, je crois, le contrat était arrivé à échéance au Bénin et qui n'a pas été renouvelé. Je crois que les autorités nigériennes n'ont pas tellement apprécié. Il y a également le fait que le grand Dangote ambitionne de construire une cimenterie, n'est-ce pas, au Bénin. Ce n'est pas tellement du goût, enfin, des autorités béninoises. Donc, entre, on va dire, lutter contre la contrebande et puis ces questions, on va dire, étrangères, on va dire, c'est-à-dire comment aider les entreprises nigérianes à exporter ou du moins à s'étendre sur le continent. Le fait que les Béninois ne soient pas très, on va dire, sensibles, ne veulent pas peut-être laisser les Nigérians s'installer sur leur sol, mais le Nigeria se sent aussi, d'une manière ou d'une autre, obligé de réagir. Et ça, cette réaction, malheureusement, elle touche le Bénin, c'est vrai, mais elle touche l'ensemble des pays. Le Niger, le Togo, même la Côte d'Ivoire, qui importent aussi des produits, n'est-ce pas, de ces pays-là. Et donc, je pense que cette question, elle est difficile. Elle est à la fois économique, diplomatique, et je pense qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, la communauté internationale, en premier la CEDEAO, s'est saisie de la question, et je pense que les choses vont aller dans le bon sens. On espère que les choses vont aller dans le bon sens, mais déjà, est-ce qu'on ne pourrait pas dire c'est quand même par un élan de patriotisme, de protectionnisme que le président nigérian prend cette mesure? Mais je pense que pour bien comprendre la réaction du Nigeria, il y a une phrase célèbre de l'homme d'affaires Aliko Dangote qui a dit « Aucun pays ne peut prospérer en ayant pour voisin le Bénin ». Le Bénin qui est un pays respectable, je ne le dis pas par mépris, mais c'est un pays très respectable, mais c'est cet homme d'affaires qui l'a dit. Ce qui veut dire que ce problème de contrebande est quand même essentiel, il est central, parce qu'avant même que les frontières ne se ferment, il y a quelques années en arrière, l'ancien président Olusegun Obasanjo avait déjà attiré l'attention des dirigeants béninois sur les effets pervers du fait qu'il y a trop de contrebande à leurs frontières. Et donc, il y a eu même des réunions entre les deux pays, les services des douanes des deux pays se sont rencontrés plusieurs fois. Mais toujours est-il qu'il y avait un peu, en tout cas les mesures qui ont été prises de part et d'autre ont été inefficaces. Et là, le Nigeria est arrivé là parce qu'avant cela, le Nigeria déjà a taxé plusieurs produits à peu près de 110%. Donc ce n'est pas un événement qui a arrivé tout seul. Il y avait déjà les signaux. Et c'est important pour un pays qui fait 200 millions d'habitants, de pouvoir maîtriser, on peut dire, son alimentation. Et donc, le Nigeria n'a pas envie de dépendre d'un voisin qui tire son profit dans la contrebande. D'ailleurs, je voudrais peut-être recadrer un peu ça parce qu'en fait, il ne faut pas voir l'État béninois, il faut voir plutôt des groupes d'intérêt. Ce n'est pas l'État en fait qui est derrière ça, il y a des groupes d'intérêt qui ne veulent pas que cette situation soit vraiment assainie, donc ils profitent de la contrebande. Vous avez une expression au Bénin, on parle de l'essence paillot, qui veut dire l'essence qui vient de manière, on va dire, avec des bidons et tout, qui fait que même pour ouvrir une station de façon normale au Bénin, ce n'est pas tout à fait évident. Donc c'est pour toutes ces raisons
que le Nigeria a pris cette mesure et c'est vrai, nos économies vont en pâtir. Tout à l'heure, le collègue vient de le dire. En tout cas, je pense que le Nigeria qui pèse plus de 70% de l'économie de la CEDEAO, donc quand le Nigeria est en difficulté, c'est comme toute l'Afrique qui est vraiment enrhumée. Et je pense que c'est vrai que les autorités de la CEDEAO ont commencé à prendre les choses, on va dire, en main, mais le Nigeria reste encore ferme parce que cette mesure, normalement, doit continuer jusqu'en janvier 2020. Jusqu'en janvier 2020, ça c'est ce qui est dit pour le moment parce qu'il y a eu une première date, après ça a été repoussé. Tout à fait. Mais quand on veut parler un peu, le Nigeria qui veut protéger en griffe sa filière rizicole, son agriculture, le Nigeria produit environ 60% de ce que la population doit consommer. Est-ce que les producteurs locaux sont à même de répondre à la demande? C'est la grande question, c'est une question essentielle. Mm-hmm. Le Nigeria a une économie qui dépend énormément du pétrole. Voilà. Et malheureusement, ces derniers temps, il y a eu des politiques pour justement booster la production agricole, histoire quand même d'assurer une autosuffisance alimentaire au pays. Malheureusement, malgré tous les efforts, les investissements qui sont réalisés, on est obligé de se rendre compte que le Nigeria n'est pas encore autosuffisant. Ce problème fait qu'aujourd'hui, il est difficile de ne pas importer du riz. Pour vous donner une idée, au premier trimestre de 2018, le Nigeria a importé pour 503 milliards à peu près, 53 millions de dollars du riz. Vous comprenez? Et jusqu'à aujourd'hui, l'importation, la production locale ne parvient pas encore à satisfaire les besoins de tout ce monde-là. Alors, est-ce que les producteurs locaux ont les moyens nécessaires? Les politiques sont là. Ils essaient de doper, de mettre ce qu'il faut, mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres facteurs qui viennent endiguer, n'est-ce pas, ces politiques-là. Notamment en ce qui concerne, il y a d'autres, on va dire, de grands producteurs internationaux qui s'installent sur le territoire, qui font qu'au plan local, c'est difficile pour les petits producteurs de s'en sortir. Donc, il faut, à mon avis, c'est vrai, encourager la production locale avec des moyens nécessaires pour les producteurs locaux, mais il faut aussi autoriser l'importation tout en, bien sûr, on va dire, contrôlant ce qui est à contrôler. Mais justement, contrôler, c'est sur ce mot-là que je voudrais vraiment vous reprendre au mot. Le Nigeria décide de fermer ses frontières parce que, soi-disant, il y a du riz qui rentre par les frontières ou par certaines percières. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt accentuer le volet sécuritaire, le volet contrôle, que de fermer radicalement ces frontières? Effectivement, on aurait pu contrôler mais vous savez, pour contrôler une frontière, une seule armée ne peut pas. Il faut que deux pays qui partagent la même frontière contrôlent, n'est-ce pas, les flux, n'est-ce pas, au niveau de la frontière. Parce que si le Nigeria à lui seul, il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs, il y a l'armée nigérienne qui a fait une descente, n'est-ce pas, sur une frontière béninoise. Ils ont emporté du riz et tout ça, mais ça n'a pas plu. Je crois que le ministre des Affaires étrangères du Bénin a rappelé l'ambassadeur pour lui demander des explications. Donc vous voyez qu'une armée ne peut pas à elle seule se lever et faire le contrôle à ses frontières. Il faut que deux armées de deux pays se mettent ensemble pour faire le contrôle. Donc, le Nigeria aurait pu le faire, mais elle n'aurait pu réussir, ce pays n'aurait pu réussir, bien sûr, qu'en associant les autres pays. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le Nigeria a fermé. Aujourd'hui, mais il faut le dire aussi, peut-être il y a trop longtemps aussi que cette affaire perdure. Je le disais tout à l'heure, depuis les années 60-70, ce commerce illégal se développe. Le Bénin, pour vous donner une idée, à peu près 20% du PIB, n'est-ce pas, de l'économie béninoise est issu de la réexportation du riz et des autres produits dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, le Nigeria aurait pu le faire, mais s'il ne l'a pas fait, il sait pourquoi.
Il sait pourquoi, Ouais. mais juste au-delà aussi de cette question économique, vous venez d'évoquer récemment, il faut noter que c'était le 14 novembre où une fraction, quelques hommes armés sont arrivés en pick-up du Nigeria à la frontière avec le Bénin. Ils sont entrés dans des magasins, ont Voilà. porté du riz et cela a même amené le ministre béninois des Affaires étrangères à convoquer l'ambassadeur du Nigeria au Bénin. Est-ce qu'on ne pourrait pas, la tension ne risque pas de monter un peu, qu'on sorte de cette crise économique pour aller vers une crise diplomatique et peut-être même politique? Ben, je ne pense pas, à mon avis, c'est mon point de vue. Ce sont des pays ce sont des pays frères en fait, hein. Vous avez les mêmes peuples de part et d'autre des frontières. Et puis le Nigeria, c'est vrai, c'est pas un pays belliqueux de même que le Bénin. Donc je pense que ce sont des pays frères, on est tous ensemble dans la CEDEAO. Donc une telle éventualité ne peut pas arriver. Seulement, je sais que le Nigeria va rester ferme. D'ailleurs, les autorités béninoises ont pris en tout cas la mesure de la situation. Ils ont commencé déjà à assainir les choses, mais seulement ce n'est pas évident. Et je voudrais profiter de cette question pour répondre un peu à une partie de la question que vous avez posée précédemment. En fait, le riz ne pousse pas en un mois. Il faut au minimum 60 jours, voire même 90 jours. Donc le fait d'avoir fermé les frontières ne va pas automatiquement faire en sorte que le pays soit autosuffisant en riz. Seulement, il n'y a pas eu de préparation, ce qui fait que ça perturbe en tout cas les opérateurs économiques de part et d'autre, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Bénin. Mais pour revenir à votre question encore, en fait, il ne peut pas avoir de conflit ouvert. Je pense que ce sera juste... ce sont des représailles, on va dire, économiques ou bien une petite bataille commerciale, mais ce sont des peuples frères. Et je crois que nous sommes ensemble dans le même espace. Et d'ailleurs, le président Issoufou, qui est le président de la CEDEAO, déjà a entamé plusieurs démarches. Je crois aussi même que il y a le haut représentant de la task force qui s'occupe un peu des questions de libre circulation des personnes et des biens au niveau de la CEDEAO a déjà commencé à faire des consultations. Donc, à mon avis, il ne peut pas avoir de surenchère pour qu'on arrive à une crise diplomatique, voire à une crise ouverte. Alors je posais cette question parce que l'on a pu lire quand même dans des médias importants internationaux qui relataient un peu le fait que, tout à l'heure vous venez de l'évoquer, le patronat ou bien certains grands patrons nigérians, à l'instar de Aliko Dangote, qui voulaient ouvrir une cimenterie au Bénin, et le patronat, quelques proches du président Patrice Talon, qui ont fait savoir que le Bénin déjà produisait ou surproduisait déjà du ciment, donc ils ne voyaient pas l'opportunité que Aliko Dangote vienne. Est-ce que ça n'a pas un peu, puisqu'on sait Patrice Talon aussi vient du monde des affaires quand même, est-ce qu'il n'y a pas quelques coïncidences? On sait aussi que l'ancien président Yayi Boni est très proche de l'ancien président nigérian Obasanjo. Est-ce qu'il n'y a pas ces facultés-là qui rentrent dans cette décision vraiment radicale quand même? Non, c'est possible. Tout est possible. Vous savez, en affaires, vous avez plusieurs lobbies qui font des pressions de part et d'autre. Mais je voudrais qu'on se rappelle un peu de l'histoire. C'est ce que j'avais dit au début. Quand les militaires étaient au pouvoir, ils ont tenté de rectifier cette situation qui peut être très difficile à supporter pour un grand pays comme le Nigeria. Le fait que un pays ne fait que réexporter, il y a la réexportation des véhicules d'occasion, alors que le Nigeria même est un pays qui essaie de moderniser son industrie au niveau de l'automobile. Il y a la réexportation de presque tout. Et donc, du coup, tout ce qui est initiative au niveau national est vraiment plombé. D'ailleurs, avant même qu'on ne ferme ces frontières, au niveau de la Banque centrale nigérienne a tenu une réunion avec les hauts experts nigériens pour décider de ce qu'il faut faire. Ça veut dire que la situation a été quand même réfléchie. Ils ont tenté plusieurs mesures. Je pense qu'ils sont arrivés vraiment à cette mesure extrême pour que quand même les pays voisins, que ce soit le Bénin, le Niger, ils prennent un peu les mesures pour stabiliser. D'ailleurs, je le dis, ce ne sont pas en fait les États même, ce sont des individus, des groupes d'individus qui vivent de la contrebande. Et ceux-là ne veulent pas que cette activité cesse en fait.
Ça, il faut le séparer pour pouvoir bien comprendre. Donc le cœur du débat, c'est la contrebande au niveau des frontières. Et là, sur ce point, encore je revenais tout à l'heure, vous avez parlé de réexploitation et du marché automobile au Nigeria. On sait par exemple que par le Bénin transite une grande quantité de véhicules d'occasion qui sont réacheminés vers le Nigeria. Est-ce là aussi un facteur de cette crise? Oui, tout à fait, tout à fait. Le Bénin est un grand marché de véhicules, mais malheureusement, le Bénin ne produit pas de véhicules. Le Bénin ne fait que acheter et puis réexporter. Alors, quand vous réexportez des véhicules, bien évidemment, le pays vers qui vont ces véhicules-là, ben, ils ne perçoivent pas les taxes qu'il faut, surtout que ça passe par des réseaux mafieux. Donc, c'est tout à fait normal que le Nigeria s'en plaigne et que des mesures soient prises pour qu'effectivement cela cesse. Cela dit, il faut quand même regarder le fait que, c'est vrai, on parle de véhicules, de carburant, de riz et autres, mais le Nigeria aussi est en train de chercher à, on va dire, s'imposer quand même d'une manière ou d'une autre. Hein. Nous sommes en Afrique. Vous savez, récemment, il y a eu peut-être que je sors un peu, mais une petite parenthèse, lorsqu'il y a eu des échauffourées en Afrique du Sud, ben, le Nigeria était le seul à dire, écoutez, moi je vais prendre mes ressortissants. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même le Nigeria, on veut s'imposer, on veut quand même dire que oui, c'est nous les premiers d'Afrique. Est-ce qu'on peut le leur en vouloir? On peut le leur reprocher? Mais c'est leur droit. Parce qu'ils sont dans leur droit aussi de dire, écoutez, si vous voulez commercer avec nous, faites-le dans, n'est-ce pas, les normes. Et le Nigeria le fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. Mais je crois que les choses vont aller dans le bon sens. Les autorités même des différents pays sont en train de prendre des mesures pour arrêter, n'est-ce pas, ces réexportations qui n'arrangent pas évidemment le Nigeria. Et justement, je reste avec vous. Quand on parle de fermeture des frontières, c'est que les fermetures des frontières terrestres. Oui. Donc jusqu'à preuve du contraire, les différents ports du Nigeria sont ouverts, ces produits peuvent passer par là, les frontières aériennes sont aussi ouvertes. Donc le problème, il demeure au niveau de la sécurité des frontières terrestres. Bien sûr. Effectivement, les frontières terrestres sont de manière générale, même en Afrique, les frontières sont poreuses. Voilà, vous avez des postes frontières, mais vous avez des pistes que les gens empruntent pour écouler les marchandises. Donc, cela est valable pour la frontière Nigeria-Bénin. C'est vrai, les postes frontières sont là, mais les gens passent aussi par d'autres pistes pour pouvoir écouler leurs marchandises. Et donc, la sécurisation des frontières est une problématique assez essentielle pour la plupart de nos pays africains. Et le Nigeria, c'est vrai, a une grande armée, mais l'armée nigériane à elle seule ne peut pas sécuriser. Vous avez tout à l'heure cité le nombre de kilomètres aux différentes frontières. Une seule armée ne peut pas à elle seule sécuriser toutes ces frontières. Il faut que tous ces pays-là se mettent ensemble pour sécuriser ces frontières. Même, est-ce qu'il y a la sécurité à 100%? Là encore, on peut s'interroger. Mais je pense que les armées pourraient se mettre ensemble pour sécuriser les frontières, histoire de faire en sorte que l'économie, parce qu'effectivement, toutes ces questions sécuritaires-là, finalement, l'économie en pâtit et nous en sommes là aujourd'hui. L'économie en partie et surtout au Nigeria où très souvent on entend ces mouvements activistes, ces groupes terroristes qui interviennent ça et là. Est-ce que la fermeture des frontières, ça c'est vraiment rapide une question de sécurité, est-ce que la fermeture des frontières ne peut pas entraver certaines activités sur place? Évidemment. Je veux dire par exemple s'il y a quelque chose qui se passe aux alentours de la frontière du Nigeria, si l'armée du Bénin ou si une force de la CEDEAO dans les parages, les frontières terrestres sont fermées, ça... Je pense que, ça c'est des questions, on va dire, un peu sensibles. Chaque pays est un peu jaloux de ses prérogatives par rapport à ses frontières. Je pense que le Nigeria va pratiquement jamais accepter qu'il y ait une intervention de l'armée béninoise sur ses frontières pour des questions. Parce que le Nigeria se sent suffisamment puissant pour pouvoir maîtriser ses frontières. Et je ne crois pas que ce soit vraiment... Mais dans le cadre de la solidarité, il faut toujours revenir à cela. Nous sommes dans la CEDEAO. Il y a des patrouilles, on va dire, conjointes entre les services de douane et de police qui permettent à ce que, il y ait la sécurité. Alors juste pour clarifier, je reviens vers vous, mais je me retourne vers vous. Cette fermeture des frontières, elle concerne quoi ou qui exactement?
est-ce que les personnes elles-mêmes, entre elles, les frontières sont fermées, les personnes ne peuvent pas traverser cette frontière-là ou c'est que des marchandises? Non, c'est les marchandises. C'est les marchandises. Alors, si vous êtes un individu, vous voulez partir de Bénin au Nigeria, ben, si vous allez seul, il n'y a pas de problème. Mais si vous y allez avec tout des bagages derrière vous, ben, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous transportez? Bien, donc, ce ne sont pas les personnes, mais ce sont les biens, c'est-à-dire les produits que les gens transportent. C'est ce qui pose problème. Les personnes, c'est pas de problème. Je crois qu'il n'y a pas de problème particulier entre personnes béninoises et personnes nigérianes. Si c'était le cas, je pense que bon, les choses seraient claires. Mais je pense que le problème ici concerne les produits. Ce sont les produits qui sont réexportés frauduleusement, illégalement, qui posent problème. Voilà. D'accord. Alors, dans cette première partie-là, nous arrivons au thème de cette première partie. Nous avons essayé de voir un peu qu'est-ce qui a motivé cette crise, cette fermeture des frontières entre le Nigeria et ses pays voisins. Dans la seconde partie, nous allons voir qu'est-ce que cette fermeture des frontières a comme conséquence sur les économies des différents pays, y compris le Nigeria lui-même. C'est tout à l'heure, juste après la pause. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de votre magazine Éco-Débat. Nous parlons aujourd'hui de la liberté de circulation au niveau des frontières en Afrique et principalement le cas du Nigeria et de ses pays voisins. Le Nigeria a fermé unilatéralement ses frontières avec ses pays limitrophes, mais plus précisément le Niger et le Bénin qui en pâtissent sérieusement. Dans la première partie, donc, nous avons vu un peu les motivations qui ont poussé les autorités du Nigeria à adopter cette situation. Mais quelles sont les répercussions? Quel est l'impact de cette décision sur le commun, la vie quotidienne des populations de part et d'autre de la frontière? On en parle toujours avec Dr Alexis Kofi-Yeboah, consultant en intelligence économique. Merci d'être toujours avec nous. Et avec lui, nous sommes avec M. Francis Kouame, journaliste, spécialiste des questions économiques au groupe Fraternité Matin à Émergence économique. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, quel est l'impact majeur de cette décision sur le Nigeria d'abord? Ben, sur le Nigeria, déjà, les ménages commencent à sentir le poids de cette décision. Vous savez qu'au Nigeria, les gens mangent beaucoup le riz et le prix du riz est passé de 9 000 naira à 22 000 naira. Ce qui est énorme pour les ménages au niveau du Nigeria. Donc ça, c'est un élément très important. Les autorités ont déclaré que depuis que ces mesures ont été prises, il y a eu, on va dire, un accroissement de la production de riz de près de 60%. Ce sont des déclarations des autorités. On ne peut pas les mettre, les mettre en doute, mais ça nous amène à nous poser des questions. Mais le principal élément que je peux retenir, c'est que déjà, au niveau du ménage moyen, le coût de la vie commence à être difficile pour les Nigériens. Ça, il faut le dire en clair et net. Il y a quelques petits efforts qui sont faits, mais je crois que pour le consommateur nigérien, cette situation n'est pas du tout, on va dire, une bonne décision. D'ailleurs, je profite de cette question pour dire que le Nigeria importe beaucoup de bétail du Niger. Et déjà, le coût de la viande commence à être un peu lourd pour les poches des Nigériens. Donc, ce sont des mesures qui ont des effets pervers de part et d'autre des trois pays, on va dire ainsi. Mais on a quand même vu les autorités présenter un satisfecit par rapport à cette situation. Il y a quand même des retombées positives. Oui, officiellement, bien sûr, les autorités nous font croire que depuis que les frontières terrestres sont fermées, il y a au niveau des recettes douanières, il y aurait une augmentation. Alors, mais au niveau de la population, il faut reconnaître que les choses quand même commencent à devenir difficiles, comme le disait tout à l'heure mon collègue. C'est vrai les consommateurs, mais au niveau même des acteurs économiques, vous avez des gens qui travaillent, voilà, qui font des chaussures, qui doivent vendre et ceux qui doivent exporter. Mais il y a un problème aussi à ce niveau parce que, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un syndicat d'acteurs économiques au Nigeria qui craignait qu'il y ait un problème de chômage. C'est-à-dire qu'il y ait des pertes d'emploi liées à cette situation que nous vivons, enfin que le Nigeria et le Bénin vivent. Donc, c'est difficile. Les autorités ont pris cette décision.
Mais de part et d'autre, il faut le reconnaître, ça devient difficile. Le Nigeria même qui a fermé commence aussi à en ressentir les effets pervers. A ressenti les effets pervers, mais j'ai un chiffre quelque part ici où on dit depuis la fermeture des frontières, le Nigeria réalise en moyenne 4,7 à 5,8 milliards de naira par jour au niveau de sa zone, au niveau de ses zones portuaires. Oui. C'est un impact positif. Oui, c'est un impact positif, oui, mais au niveau du Nigérien de lambda, parce que ça va dans les caisses de l'État. L'État, bon, c'est ce que c'est. Voilà. Comment est-ce que c'est géré, comment est-ce que c'est redistribué, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, et même avant que ce soit redistribué, il y a quand même un ensemble d'éléments qui doivent d'abord être mis en place. Donc, cela ne peut pas se faire en un mois, 2 mois. Donc, aujourd'hui, la population commence à ressentir les effets, malgré le fait que les autorités nous disent qu'il y a une embellie au niveau des recettes, voilà, des recettes au niveau des douanes. Et aussi un autre point, il y a encore près d'1 millier de camions avec des marchandises qui sont stockés à ces frontières-là, qui ne peuvent pas passer la frontière. Donc on voit tous ces désagréments, ces marchandises, ces denrées qui périssent là. On voit ces commerçants qui sont bloqués à ces frontières puisqu'ils ne peuvent pas avancer. Ce risque... C'est clair, puisqu'il n'y a pas eu de période transitoire pour permettre aux gens de gérer les stocks. Donc que ce soit au Bénin, au Nigeria même, au Niger, c'est les mêmes problèmes, comme vous l'avez dit. Les opérateurs qui n'ont pas été préparés, vous avez tout le poisson qui pourrit sur place, la tomate qui pourrit sur place, et les entrepôts, les gens ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire du riz qu'ils ont stocké. C'est vraiment catastrophique, en tout cas pour l'économie locale. Quand on dit locale, du point de vue de la frontière, c'est une vraie catastrophe pour les opérateurs économiques, il faut le dire. Et justement, pour ceux-là, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des textes, il y a quelque chose qui est mis en place pour quand même compenser? C'est vraiment un grand manque à gagner pour tous ces opérateurs économiques. Écoutez, jusqu'à présent, aucune mesure dans ce sens. Tout ce à quoi on a droit, ce sont des réunions entre responsables politiques. Alors, on attend de voir ce que ça va donner. Mais plus le temps passe, mais la situation est de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, ce sont on va dire, ces gros camions que nous voyons, mais derrière ces gros camions, il faut voir aussi d'autres, le système financier même qui est en place, parce que des gens qui transportent des marchandises pour aller revendre, c'est tellement qu'ils sont adossés à des banques. Alors, les banques qui peut-être ne pourront pas rentrer dans leur fonds, puisqu'il y a des crédits qui sont faits. Alors, est-ce que cette situation ne va pas à un moment donné créer un problème au niveau des secteurs financiers dans ces pays-là? Je crois que ce n'est pas à exclure. Et justement, vous parliez tout à l'heure de rencontres entre ces différents leaders, ces différentes autorités de ces pays. On sait qu'en août, par exemple, lors du TICAD au Japon, le président béninois et le président nigérian quand même ont eu à échanger, mais rien n'est sorti de là. En septembre, à Ouagadougou, lorsque les chefs d'État se sont réunis pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO et du G5 Sahel, il avait été prévu une réunion tripartite entre le président du Niger, du Nigeria et du Bénin, finalement qui n'a pas eu lieu. Et récemment, la mi-novembre, à Abuja, au siège de la CEDEAO, les ministres de ces trois pays se sont réunis et certaines décisions ont été prises. Quelle était la teneur de ces décisions-là? Ça rime à quoi? À quoi doit-on nous attendre dans les jours à venir? Mais au cours de ces réunions, je pense que le Nigeria a plutôt avancé les raisons pour lesquelles le Nigeria a fermé les frontières. Et le Nigeria a posé 5 exigences que je voudrais résumer rapidement. Le Nigeria a demandé à ce que les marchandises qui quittent les différents pays pour ces frontières soient escortées et que les emballages, il n'y ait pas de changement d'emballage, et qu'il y ait éventuellement des patrouilles conjointes entre les différents services de douane. C'est à peu près l'ensemble, mais c'est surtout au niveau de l'emballage, parce qu'en général, quand une marchandise est réexportée, les gens changent d'emballage, ce qui joue au niveau des taxes douanières. Et donc le Nigeria a demandé à ce que ce soit respecté. Je pense que ce sont des exigences qui sont vraiment très claires. Les pays, je pense aussi, ont pris vraiment la bonne mesure de ces exigences. Pour le moment, je pense que ces États sont en train de se préparer à pouvoir les respecter. Et justement, on parle beaucoup vraiment des pays les plus proches, les pays limitrophes les plus proches, mais on sait quand même que les ports du Nigeria, par les ports du Nigeria, transitent de grandes marchandises vers d'autres pays beaucoup plus éloignés, notamment le Togo, le Ghana. Et on a vu récemment le Ghana entamer une procédure pour que ces produits qui partent vers le Nigeria soient exempts de toutes ces tracasseries-là. Est-ce que
il est opportun pour ces États de partir individuellement parler avec le Nigeria? Alors, vous posez là une question assez intéressante parce que le Nigeria, c'est, comme vous l'avez dit, près de 200 millions de consommateurs. Donc, c'est vraiment un marché qu'aucun pays ne voudrait se voir refuser. Voilà, on a tous envie de converser avec le Nigeria parce que 200 millions de consommateurs, quand même, il faut quand même les avoir. Alors, est-ce que les pays doivent y aller individuellement? Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO, à mon avis, est en train d'aller dans le sens d'une solution globale. C'est-à-dire faire en sorte que la solution soit trouvée avec tout le monde. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que, au niveau des chefs d'État qui se sont rencontrés, mais ils ne se sont pas rencontrés en tant que tels, c'est des appels téléphoniques, ce sont les ministres qui ont pu se rencontrer véritablement. Donc, à mon avis, c'est vrai, le Nigeria pose des problèmes, mais peut-être que les pays aussi limitrophes, les pays véritablement concernés par ce problème-là, n'ont pas encore véritablement, je ne sais pas, ce qu'il faut pour vraiment mettre en œuvre les mesures. Mais c'est la population malheureusement qui en paye et c'est dommage. C'est la population qui en paye. Au fait, la suite de ma question, c'était vraiment de revenir à savoir que font les organisations sous-régionales, que fait la CEDEAO pour résoudre ce problème. Mais la CEDEAO déjà fait quand même beaucoup. Je l'ai dit au début, le patron de la task force qui porte sur la circulation des biens et des personnes est déjà allé en inspection aux différentes frontières. Il s'agit du général Salo Djibo. Exactement. En plus de cette autorité, il y a eu même, je crois, une grande rencontre que la CEDEAO même a convoquée pour que les pays puissent vraiment se rapprocher. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais je pense qu'au-delà de tous ces efforts, nous sommes en face d'un grand pays qui est le leader. C'est un peu, le Nigeria, c'est comme l'Allemagne en Europe. Quand le Nigeria dit non, personne ne peut tenir tête au Nigeria. Donc il n'y a que des négociations, il n'y a que des actions diplomatiques qui peuvent ramener un peu le Nigeria à assouplir un peu. Mais je pense que c'est légitime même pour une nation de veiller à ses intérêts. C'est vrai qu'on est dans un ensemble, mais le Nigeria veut être... D'ailleurs, le Nigeria fait partie des 11 prochains pays qu'on appelle les New 11. Donc le Nigeria veut être vraiment un vrai pays émergent dans très peu de temps. Donc le Nigeria ne veut pas laisser son économie être plombée. C'est pour ça que le Nigeria est encore intransigeant. Mais je pense qu'à force de discuter, de dialoguer, les choses vont quand même finir par s'arranger. Les choses ont fini par s'arranger. Il y a plein d'autres organisations sous-régionales quand même qui pourraient réagir. Mais en attendant que ces organisations réagissent, l'impact de cette fermeture des frontières, comme nous le disions tout à l'heure, ce n'est pas que sur ces pays limitrophes. Est-ce que vous avez des exemples, des cas pratiques sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Niger et autres? D'abord, au niveau du Togo, comme vous savez, le carburant qui vient du Nigeria frauduleusement, alors arrive sur le territoire togolais et donc est vendu à prix, on va dire, je ne dirais pas dérisoire, mais à moins de coûts. Aujourd'hui, avec la fermeture de ces frontières-là, il y a une augmentation du prix du carburant. Et une fois que le carburant a augmenté, c'est une chaîne. Hein. Voilà, les transporteurs vont augmenter. Après, ce sont les vendeuses de Womi, les vendeuses de... Excusez-moi, mais voilà, c'est toute une chaîne. Une fois que le transport a augmenté, le taux d'inflation va forcément augmenter. Et donc... à part, bien sûr, le Nigeria, à part le Togo, le Bénin, bien sûr, au Cameroun, effectivement, il y a des secteurs aussi qui sont touchés. Il y a des secteurs qui sont touchés. Et je crois que le Nigeria, qu'on le veuille ou non, c'est le grand d'Afrique, de l'Ouest, c'est un grand d'Afrique. Voilà. Et tous les pays qui ont quelques relations avec le Nigeria, forcément sont impactés d'une manière ou d'une autre. Voilà, même la Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui quittent Abidjan, qui vont acheter des marchandises à Lagos pour revenir les revendre à Abidjan. Et si aujourd'hui ce n'est plus possible, vous imaginez que ces personnes-là ne pourront plus mener leur activité et donc leurs économies, bien évidemment, aussi prendront un coup. Et quand on observe un peu sur l'échiquier continental, est-ce qu'il y a un pays ou un leader, un dirigeant qui pourrait vraiment avoir une influence particulière sur le Nigeria pour décanter cette situation? Je pense que c'est un peu difficile de le dire.
Le Nigeria est le premier pays, la première économie africaine. Donc, le Nigeria, je le dis et je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Voici un pays qui dépend essentiellement du pétrole. Le prix du baril du pétrole est passé de 100 $ à 27 $. Vous imaginez dans quelle situation ce pays se trouve aujourd'hui. Donc, le Nigeria n'est pas prêt à céder d'un seul iota. Seulement, étant donné que nous sommes reliés par des accords entre nous, le Nigeria peut quand même, si tous les pays se mettent ensemble, la CEDEAO, même l'Union africaine, et même aujourd'hui la zone de libre-échange qui vient d'être mise en place, je pense que ces éléments-là peuvent assouplir un peu la décision du Nigeria. Seulement, quand le Nigeria dit non, je crois que c'est un peu difficile. Voilà. Et comme ils ont des intérêts aussi ailleurs, c'est vrai que le Nigeria achète des produits de la Côte d'Ivoire, des engrais, de l'huile de palme, plein d'autres choses. Hein. Donc, dans ces relations diplomatiques, notre président, le président Alassane, a beaucoup d'influence sur son frère et ami du Nigeria. Je sais aussi que le président nigérien, il écoute bien le roi du Maroc. Donc, si les choses se transportent à un autre niveau, je pense qu'ils peuvent un peu changer ça devient un peu politique, mais je peux dire que ça a un peu changé un peu en fait. Mais je pense que cette décision a été bien mûrie. En tout cas, je me réfère un peu à la grosse réunion qui a eu lieu à la Banque centrale du Nigeria, qui d'ailleurs, à cette réunion, le ministre de l'Agriculture du Nigeria a dit qu'il dépense près de 22 milliards de francs CFA pour pouvoir importer du riz. Et quand ils mettent ça dans la balance, ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à changer. Mais tout à l'heure, vous avez donné une notion vraiment très intéressante au niveau de la libre circulation et surtout de cette nouvelle zone de libre-échange qui est mise en place, la ZLEC, la fameuse LECA. Alors, est-ce que ici on ne peut pas dire qu'il y a une certaine violation des textes de la ZLECA? Est-ce qu'un pays peut se lever et de manière unilatérale décider de fermer ses frontières alors qu'il vient de ratifier ce traité? Non, il n'est pas encore ratifié, ça a été signé. Ça a été signé, mais ce n'est pas encore ratifié. Alors, la question est là, hein, c'est un problème assez intéressant. Mais il faut reconnaître que dans cet accord-là, ce sont les produits africains produits dans les pays africains. Alors, les produits réexportés, importés et réexportés ne sont pas concernés par l'accord de zone, en fait, par l'accord, voilà, ZLECA, voilà, n'est pas concerné. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, ça pose un problème. Je crois d'ailleurs même que ça doit être une question assez gênante pour ceux qui ont pensé cet accord. Mais je crois qu'on a encore le temps parce que ce n'est pas encore entré en vigueur. Je crois que c'est jusqu'en 2020 que les choses pourront... D'ailleurs, même les choses ne pourront pas aller tout de suite automatiquement. Donc, il faut donner le temps à tout le monde de se préparer. D'ailleurs, le Nigeria a beaucoup hésité à signer. Il a signé maintenant, attendant de voir la ratification et puis de la mise en œuvre effective de cet accord qui, c'est vrai, aujourd'hui, avec cette situation-là, peut donner encore à réfléchir. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que dans les mentalités des uns et des autres, on est prêt à aller à cet accord-là? Ben, on verra. Mais je crois que le Nigeria aussi, aujourd'hui, est dans ses droits. Parce que c'est vrai, on veut construire une zone de libre-échange, mais pas au détriment de quelqu'un. Il faut que tout le monde en profite aussi. Voilà, une économie continentale ne peut pas se faire au détriment d'une économie d'un pays. Il faut que tout le monde contribue au bonheur de tout le monde. Donc le Nigeria aujourd'hui est dans ses droits de dire, écoutez, il faut que les choses se passent dans les normes. Et je pense que ça aurait pu se passer longtemps. Le Nigeria a été patient. Parce qu'il y a bien longtemps que cette situation perdure. Donc je crois que la CEDEAO, l'Union africaine devrait véritablement prendre la chose en main pour que le Nigeria... pourquoi pas, essaie d'assouplir un peu sa position. Parce que qu'on le veuille ou non, l'informel, aujourd'hui, l'économie africaine de manière générale, nos pays sont des économies dominées à 80% par l'informel. On n'y peut rien. C'est des questions qu'il faut gérer sur le long terme, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, cette situation-là nous amène à nous interroger sur la qualité même de nos économies, sur l'importance de ces économies-là, parce que nous avons des économies basées de manière intense sur l'informel.
Et je crois que cette situation devait amener les États africains à penser leur économie, à repenser leur économie, à formaliser ces secteurs d'activité qui se développent voilà, dans l'informel. Et justement, sur ce point-là, est-ce que on ne dirait pas un mal pour un bien? Est-ce que cet événement n'est pas un signal pour tous les chefs d'État, pour leur faire comprendre peut-être qu'il y a une défaillance au niveau de l'accord des textes concernant cette zone de libre-échange et qu'il faille commencer à remédier dès maintenant pour ne plus se trouver confronté à une telle situation à l'avenir? Je crois que vous avez raison. En fait, il fallait d'abord renforcer les structures de contrôle, les structures de gestion, les structures de douane, les structures liées à l'immigration, à la gestion des frontières. Il fallait bien les consolider et avant de pouvoir lancer les choses. Mais bon, il faut toujours commencer aussi par quelque part. Donc, je crois que les États doivent prendre ça comme un signal très fort, et voir même si il est possible de diversifier les différents marchés au niveau local, au niveau régional. Parce que dépendre d'un seul grand pays, lorsqu'il y a des changements pareils, il y a des désagréments quand même. D'ailleurs, au niveau des frontières, au niveau de la douane, au niveau du Bénin, on parle de près de 60% de pertes en termes de baisse en termes de recettes douanières. Donc le Bénin, le Niger, tout ça doit voir comment il faut renforcer les services de douane pour que les choses soient aussi transparentes. En fait, c'est la transparence que le Nigeria demande en fait. Parce que quand un pays réexporte, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les tarifs, qu'on appelle la TEC. La TEC, c'est quand un pays réexporte, les taxes douanières changent en fait. Parce que les emballages changent. Donc le pays, on peut dire, est en train de tricher un peu. C'est ça que le Nigeria ne veut pas. Et donc, cette situation, pour moi, est un signal qui dépend à ce que les structures même soient renforcées, que la CEDEAO elle-même, en tant qu'une organisation, puisse renforcer les capacités des services des douanes au niveau du Niger, au niveau du Bénin, pour que ces choses-là ne puissent pas continuer. Et je reviens dessus pour dire que ce n'est pas les États béninois ou nigériens, ce sont des opérateurs économiques, ce sont des individus, ce sont même des groupes, on va dire, un peu mafieux, qui sont derrière tout ça en fait. C'est pour ça que le Niger demande seulement que les frontières soient assainies. Et là, si les frontières sont assainies, alors les choses vont aller comme il faut. Et comme le collègue l'a dit, est-ce qu'un pays comme le Bénin, un pays comme le Niger, peuvent se passer d'un grand marché de 200 millions d'habitants, un marché porteur d'un pays pétrolier? Je crois que ce n'est pas possible. Donc il faut se conformer, il faut jouer la transparence. Et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les tout prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois? Est-ce que vous pensez d'abord même que ce deadline de fin janvier 2020 pour réouvrir les frontières, ce deadline sera tenable? Ou à quoi doit-on nous attendre? Bon, je crois que déjà certains pays ont commencé à prendre des mesures, d'arrêter la réexportation. Je crois que le Burkina l'a fait, le Niger est également en train de le faire, c'est le Bénin qui, je crois, traîne un peu. Mais je pense que c'est déjà en bonne voie. Mais est-ce que le délai de janvier, le deadline de janvier sera tenu? Je crois qu'il faut attendre de voir parce que déjà, il y a plusieurs deadlines qui sont passés. Bon, les frontières n'ont pas été ouvertes. Attendons de voir. Je crois que chaque partenaire dans cette affaire pousse les pions. Et puis bon, vers la fin, les gens se rencontreront et puis les intérêts vont converger. Les choses iront de l'avant. Mais je crois qu'il ne faut pas vers le janvier 2020 une fixation. On pourrait aller au-delà. Bien sûr. On pourrait aller au-delà. Alors je me tourne vers vous, Dr Alexis, Kofi Yeboah. Vous, à quoi doit-on nous attendre dans les prochains jours si vous avez un mot de fin? Pour moi, c'est un signal. Les décisions vont continuer. Les chefs d'État vont se rencontrer encore à nouveau, je suis convaincu. D'ailleurs, le président Patrice Talon a rencontré son frère et aîné Boari, ils ont discuté, je crois qu'ils vont rediscuter encore. Mais je crois que les hommes d'affaires nigériens même, les Nigériens sont des vrais hommes d'affaires, c'est pas comme dans les pays francophones où, mais ce sont des vrais hommes d'affaires. C'est eux en fait qui poussent l'État, parce que leurs activités ont longtemps souffert de cette situation. Donc dans les jours à venir,
Je pense que certainement que le Nigeria, la date du 20 janvier, enfin du 30 janvier, c'est pas sûr. Ça peut aller un peu plus loin, mais le Nigeria va quand même finir par céder. Parce que si la crise perdure et que l'économie du Bénin commence à être grippée, vous savez que c'est un effet en chaîne hein, ça peut entraîner le reste de la machine de la CEDEAO. Et pour ça, je pense qu'à un moment donné, ils vont quand même essayer de limiter un peu les effets. Donc, les décisions vont aller dans le sens où le Nigeria va certainement assouplir un peu sa position. D'ailleurs, ils ont posé, comme je l'ai dit, 5 conditions, pas trop difficiles à respecter. Il suffit que nos États, enfin, quand je dis nos États, je peux parler du Bénin et du Niger, se mettent à les suivre et puis bon, ben, les choses vont aller dans le bon sens. Les choses vont aller dans le bon sens et le Nigeria finira sans doute par réouvrir ses frontières. Mais quand? Là est toute la question et qu'est-ce qui sera fait d'ici là? Merci monsieur pour votre éclairage. Je rappelle que nous étions avec monsieur Francis Kwame, journaliste économique chez Émergence économique, et avec lui nous étions avec docteur Alexis Kofi-Yeboah. Vous êtes consultant en intelligence économique. Messieurs, merci d'être restés avec nous. Nous avons passé en revue la situation qui prévaut aux frontières terrestres du Nigeria, qui sont fermées depuis bientôt 3 mois et l'impact d'une telle situation dans la sous-région. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site www.mediumtv.com. Agréable suite de programmes sur nos antennes.